Ma mère a appelé un jeudi matin et au moment où elle a raccroché, je savais que mon fils venait de commettre la pire erreur de sa vie. Je m'appelle Luc Bernard, je répare les choses pour gagner ma vie. Pas au sens propre, même si j'ai rebouché assez de cloisons dans ma carrière. Je suis le gars qu'on appelle quand quelque chose se brise et qu'une clé à molette ne peut pas toucher les mauvaises décisions, les conséquences encore pires. Je fais ça depuis si longtemps que ce n'est plus une compétence, c'est une malédiction. Et debout dans ma cuisine à Rennes, mon café refroidissant sur le plan de travail, j'ai ressenti ce bourdonnement électrique familier dans ma poitrine, celui qui signifie que quelque chose est déjà cassé, mais que personne ne me l'a encore dit. Bienvenue sur la chaîne. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et n'oubliez pas les gens, dans ces histoires, ont eu toutes les chances de bien agir. Ils ont simplement choisi de faire autrement. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner, vous allez adorer ce qui va suivre. C'était jeudi juste après 9 heures du matin. Ma mère, Dorothée Bernard, 81 ans, toujours fidèle à sa ligne fixe dans sa maison de la rue des Glycines à Nantes, m'a appelé à l'improviste. Pas de bonjour, pas de commentaire sur la météo ou ma calvitie. Juste mon prénom lâché à plat et prudemment comme si elle testait la solidité du sol avant d'y poser le pied. « Luc, salut maman. J'ai éteint le gaz. Qu'est-ce qui ne va pas? La fête de Nathan a déjà eu lieu. Voilà. » J'ai posé ma tasse lentement. Nathan, mon petit-fils, le fils de Christophe et Olivia, venait de terminer sa première année à l'université d'Angers. Olivia parlait depuis des mois d'organiser une fête pour lui dans leur maison à la périphérie d'Angers. Une grande terrasse, un quartier chic, le genre de maison qu'il mentionne dans la conversation plus que nécessaire. Je pensais recevoir un appel. Je pensais que Dorothée aussi. Elle est l'été l'arrière-grand-mère du petit. Elle lui a appris à jouer à la belote. Elle a un jour chassé un chien errant qui s'approchait de son vélo avec un balai sans même renverser son café. Elle méritait une invitation. « Oui, dis-je lentement. Je crois que c'était samedi dernier. »« Pourquoi ? Personne ne t'a appelé. »« J'ai appelé Christophe, » dit-elle, pour lui demander. Il est devenu silencieux. Puis, Olivia a pris l'appareil et a ri. Elle a dit « Oh, Madame Bernard, la fête était samedi dernier. » Juste comme ça, j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose qui ressemblait davantage à une reconnaissance. Elle a ri. Je ne le savais pas encore, mais ce rire allait être le son le plus coûteux qu'Olivia Leroy-Dubois ait jamais émis. J'ai appelé Christophe avant même d'avoir raccroché avec Dorothée. Il a décroché vite, trop vite comme les gens coupables le font toujours. Et je n'ai pas pris de gants. Pourquoi ta grand-mère n'était pas à la fête de Nathan? Silence. Le silence spécifique d'un homme qui fait des calculs dans sa tête. Papa, c'était juste les amis de Nathan, des gens de la fac. Ce n'était pas vraiment une réunion de famille. Elle a 81 ans et elle vit à 20 minutes de chez vous. Je sais, mais j'aurai le temps de passer la voir. Et là, je m'en souviens comme si c'était au ralenti. J'ai entendu la voix d'Olivia en arrière-plan. Pas les mots, juste le ton bas urgent pointu, comme un entraîneur murmurant dans un casque. C'est là que les poils de ma nuque se sont hérissés. On passera, a fini par dire Christophe. La semaine prochaine, on t'expliquera en personne. Christophe. La semaine prochaine, papa, s'il te plaît. Il a raccroché. Je suis resté planté dans ma cuisine à Rennes, avec mon café froid et une brûlante suspicion, et le sentiment naissant et hideux que cela n'avait rien à voir avec une fête. J'ai rappelé Dorothée. Ils viennent la semaine prochaine, lui ai-je dit. Christophe et Olivia, ils veulent t'expliquer en personne. Ah. Ce son celui qui signifie qu'elle connaît déjà la fin de l'histoire et qu'elle attend de voir si je vais rattraper mon retard. Maman, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Une pause assez longue pour y garer un camion. Shirley Morel était à cette fête. Shirley, tu veux dire Shirley de la paroisse. Elle va au cours de Pilates d'Olivia maintenant. La sécheresse dans la voix de ma mère aurait pu décaper du vernis. Elle ne savait pas que je n'avais pas été invité. Elle m'a appelé dimanche pour me dire quel bon moment elle avait passé. Elle a mentionné avoir rencontré une jeune femme très professionnelle. Une avocate Émilie, pensait-elle, qui avait une mallette en cuir. Le sol a vacillé sous mes pieds. Une avocate à une fête de fin d'année avec une mallette en cuir.
Dorothée l'a répété comme si la mallette était l'élément qui disait tout. C'était sans doute le cas. Shirley a dit qu'ils sont tous rentrés à l'intérieur pendant environ 1 heure, a continué Dorothée. Ils ont laissé les jeunes sur la terrasse. Quand ils sont ressortis, Christophe avait l'air d'avoir reçu une mauvaise nouvelle. Olivia avait l'air d'avoir reçu une très bonne nouvelle. Je n'ai pas parlé pendant un moment. « Maman ?» Ma voix était basse prudente. « Tu sais ce que je dois te demander. »« Oui. Est-ce qu'ils s'en prennent à la maison à la succession ?» Dorothée Bernard vivait rue des Glycines depuis 52 ans. Mon père avait structuré ce patrimoine avant de mourir. Des terres, des économies. Ce genre de richesse discrète et sans éclat qui s'accumule quand on ne frime jamais et qu'on n'arrête jamais de travailler. 11 hectares à la sortie de Nantes des Comptes qui surprendraient ceux qui pensent qu'elle n'est qu'une gentille vieille dame accrochée à son téléphone fixe. Personne n'en parlait. C'était juste là. Comme la maison était là comme elle était là, permanente acquise. Jusqu'à ce que quelqu'un cesse de considérer cela comme acquis et commence à planifier. « Luc, dit-elle, depuis combien de temps connais-tu Olivia ? » « Assez longtemps. »« Alors tu connais déjà la réponse. » Elle avait raison. Je la connaissais. Je n'avais jamais pu mettre le doigt sur ce qui me dérangeait chez Olivia Leroy-Dubois. Elle était polie-attentive, disait toujours les bonnes choses avec le bon ton. Mais il y avait quelque chose en dessous, un calme qui n'était pas de la sérénité, une vigilance qui n'était pas de la chaleur. Je m'étais dit que j'étais un père surprotecteur, que Christophe était heureux et que cela suffisait. Je m'étais menti à moi-même pendant des années et j'arrivais au bout du chemin. « Je vais passer quelques coups de fil, lui ai-je dit. « Je l'ai déjà fait, dit-elle. Et il y avait ça, ce ton dans sa voix. Pas de la peur, même pas de la colère. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement, le sang-froid d'une femme qui a été sous-estimée toute sa vie et qui a appris que c'était utile. « Luc, mon chéri, dit-elle. Pourquoi penses-tu que j'ai su t'appeler un jeudi matin ?» Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me tenais dans ma cuisine à Rennes, un jeudi à 9h47, et je pensais à mon fils que j'avais élevé pour être meilleur que tout ça. Je pensais à Olivia, la lisse et prudente Olivia, et à l'avocate à la mallette en cuir. Je pensais à Nathan qui n'avait aucune idée que sa réussite était utilisée comme camouflage. Et je pensais à Dorothée Bernard, 81 ans, rue des Glycines, Nantes, qui venait de me raccrocher au nez avec la confiance tranquille d'une femme ayant déjà 3 coups d'avance sur tout le monde. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché un contact que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans et j'ai tapé 3 mots. « Appelle-moi, urgent ». Je ne savais pas encore ce que Dorothée avait déjà mis en branle. Mais je savais ceci au moment où Christophe et Olivia se présenteraient avec leurs sourires travaillés et leurs explications répétées. Ils allaient tomber sur quelque chose qu'ils n'avaient pas préparé. Ils pensaient venir me gérer. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, faites-nous une petite faveur, abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Merci sincèrement. 7 jours, c'est le temps que Christophe et Olivia ont laissé le silence s'installer. Comme s'ils espéraient que je me calme, que je perde intérêt, ou que je me persuade que j'avais mal interprété la situation. 7 jours de rien excepté un seul, SMS de Christophe disant « On vient toujours jeudi papa », avec un point final. Pas de point d'exclamation, pas d'emoji un point, la ponctuation d'un homme qui a été briefé. Ils étaient définitivement briefés. J'ai passé cette semaine à faire ce que je fais de mieux, ne pas crier, ne pas m'éparpiller, ne pas montrer mon jeu. J'ai passé des appels discrètement. J'ai fait les 40 minutes de route jusqu'à Nantes le lundi. Je me suis assise à la table de cuisine de Dorothée, j'ai bu son horrible café décaféiné et j'ai écouté. Elle m'a tout dit et je dis bien tout. Il s'avère que Dorothée Bernard avait été bien occupée pendant que j'étais à Rennes, à me sentir pris de court. Le lendemain du coup de fil de Shirley Morel, c'est-à-dire le dimanche, ma mère de 81 ans s'était habillée, avait conduit jusqu'au centre-ville de Nantes
et était entrée dans le bureau de maître Émilie Joncourt, notaire, dans un immeuble de la place Royale. Tu connaissais déjà maître Joncourt. Je la regardais fixement de l'autre côté de la table. Elle s'est occupée de la succession des Morel il y a 2 ans, dit Dorothée remuant son déca, comme si elle parlait de la météo. Marguerite Morel en disait beaucoup de bien. J'avais gardé sa carte. Tu avais gardé sa carte. Je garde tout, Luc, tu le sais bien. Je le savais. Cette femme avait encore mes bulletins de CE2 dans un tiroir à l'étage. Alors tu y es allé comme ça le dimanche matin. Le lundi, elle ne travaille pas le dimanche. C'est une professionnelle. Dorothée m'a lancé un regard suggérant que je devrais moi aussi envisager d'en être un. Je lui ai dit ce que Shirley m'avait raconté. Elle m'a posé des questions. J'ai répondu. Puis elle a passé quelques appels de son côté. Quel genre d'appel ? Dorothée posa sa cuillère avec un petit clic précis. Le genre, dit-elle, qui a confirmé que Christophe et Olivia avaient engagé un avocat, un certain maître Puit, apparemment basé à Angers, pour entamer une procédure de mise sous tutelle pour altération des facultés mentales. La cuisine devint très silencieuse. Dehors, une tondeuse bourdonnait quelque part dans la rue des Glycines. Un oiseau percutait la mangeoire à la fenêtre. Des bruits de jeudi normaux dans un quartier normal, sauf que plus rien n'était normal depuis une semaine. Mise sous tutelle, dis-je. Apparemment, je suis trop vieille pour prendre des décisions saines concernant mon propre patrimoine. Elle prit sa tasse de café. J'ai trouvé ça intéressant étant donné que c'est moi qui suis entré dans le bureau d'un notaire sans qu'on me le demande pendant que mon fils gérait encore ses émotions à Rennes. Je n'avais pas de réponse à cela. Elle n'avait pas tort. Maman, j'ai pressé mes 2 mains à plat sur la table. Je veux que tu m'écoutes. Ce qu'ils essaient de faire, ce n'est pas seulement insultant. C'est illégal si c'est fait sans fondement. Maître Joncourt me l'a expliqué très clairement. Oui. Elle hocha la tête. Elle m'a aussi expliqué ce que je devais faire pour m'assurer que ça n'aille nulle part et c'est... Dorothée sourit. C'était le sourire qu'elle me lançait quand j'avais 16 ans et que je pensais être plus malin qu'elle. Je ne l'ai jamais été pas une seule fois. On y viendra, dit-elle. Jeudi est arrivé comme une tempête prévue depuis des jours sur les radars. Vous savez qu'elle arrive. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais il y a toujours ce moment où vous entendez le premier coup de tonnerre et où votre estomac se noue. Bref, Christophe et Olivia se sont garés dans mon allée à 14h14 précise dans l'Audi blanche d'Olivia. Évidemment, une Audi. Je les ai observés par la fenêtre de la cuisine une seconde avant d'aller ouvrir. Christophe est sorti le premier. Il avait l'air fatigué, vidé, comme les hommes qui se disputent avec leurs femmes depuis une semaine et qui perdent. Olivia est sortie la deuxième, et elle avait l'air de l'opposer, poser le regard vif arborant ce sourire calibré que j'avais passé des années à essayer de décoder. Maintenant, j'avais la traduction. Ça voulait dire « je veux quelque chose qui ne m'appartient pas ». J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. « Papa ». Christophe s'est avancé et m'a serré dans ses bras. C'était une vraie accolade, je lui accorde ça. Le gamin m'aimait encore. Quoi qu'Olivia lui ait mis dans la tête, il n'était pas devenu totalement froid. Je me suis accroché à ça. « Entrez » dis-je, « j'ai fait du café ». Olivia m'a embrassé sur la joue. « Luc, merci d'avoir été patient avec nous. On voulait vraiment expliquer ça en personne. »« Bien sûr » dis-je agréablement. « Patient, c'est exactement ce que j'avais été. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. La même table où je mangeais mes céréales dans ce gamin. La même table où Christophe faisait ses devoirs. La même table qui apparemment n'avait plus aucun poids sentimental pour les gens assis là avec une stratégie juridique. J'ai versé le café. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis Christophe a dit « Papa, on veut te parler de mamie Dorothée. »« D'accord, dis-je. On est inquiet pour elle. Inquiète. Elle a 81 ans, dit Olivia, sautant dans la brèche avec fluidité, comme s'ils avaient répété le passage de relais. Elle est seule dans cette maison. Elle gère des actifs importants sans aucune surveillance. Et franchement, Luc, certaines de ses récentes décisions... » « Quelle décision ?» demandai-je. Olivia cligna des yeux. Une seule fois, mais je l'ai vue. Elle ne s'attendait pas à ce que je réplique si vite. Eh bien, elle a donné une somme importante à sa paroisse l'année dernière sans consulter personne.
C'est son argent, bien sûr, mais... Elle peut le donner au chat de gouttière si elle veut, Olivia. C'est son argent. Papa, personne ne dit qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. On pense juste qu'il devrait y avoir une structure, une surveillance pour la protéger. Pour la protéger. J'ai regardé mon fils, ce gamin, pour qui j'avais été entraîneur de foot, que j'avais conduit à la fac, à qui j'avais prêté de l'argent 2 fois sans demander de remboursement, et j'ai ressenti ce que je ne peux décrire que comme un chagrin épuisé, parce que ce n'était pas une mauvaise personne. C'était un homme décent qui s'était marié avec une femme qui avait un plan, et il l'avait confondu avec un partenariat. C'est pour ça que vous aviez une avocate spécialisée en successions à la fête de Nathan, demandai-je. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Christophe se figea. Le sourire d'Olivia ne disparut pas, il était trop entraîné pour ça, mais il se crispa au coin comme un élastique qu'on étire. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-elle calme contrôlée. « Est-ce que ça a de l'importance ?»« Ce n'était pas comme ça, » dit Christophe. « Émilie était juste là en tant qu'amie. Maître Émilie Joncourt, dis-je, place Royale à Nantes. » Olivia posa sa tasse de café. « Maître Joncourt, continuai-je, qui curieusement est la même notaire que ma mère est allée voir lundi matin. » Silence, un beau silence total. « Olivia, dis-je me tournant directement vers elle, tu veux me dire ce qu'il y avait dans cette mallette en cuir ? Ou est-ce que je dois te dire ce que maître Joncourt a raconté à ma mère ?» Le peu de couleur qu'il restait sur le visage d'Olivia s'évapora. « Luc, commença-t-elle. « Maître Puy, dis-je, à Angers, ça te dit quelque chose ?» Christophe regarda sa femme. Ce fut un regard rapide, une fraction de seconde, mais je lisais le visage de ce gamin depuis 32 ans et je savais exactement ce que cela signifiait. Il n'était pas au courant de tout. Il ne savait pas pour l'avocat. « Christophe Paet, dis-je, et ma voix sortit plus douce que je ne l'avais prévu. Combien de tout ça savais-tu réellement ?» Il ne répondit pas, mais sa mâchoire se crispa, et il baissa les yeux vers la table, et c'était une réponse suffisante. Olivia reprit la main. On protégeait les intérêts de la famille. C'est tout ce que c'était. Dorothée a 81 ans, et elle dort sur un patrimoine qui pourrait profiter à tout le monde, y compris Nathan, y compris... Elle dort sur un patrimoine qui lui appartient, dis-je, qu'elle a gagné, que mon père a construit pour elle. Et vous avez utilisé la fête de mon petit-fils comme couverture pour une réunion juridique afin de lancer une procédure d'incapacité. Ce n'est pas... Arrête. J'ai levé une main. Ne finis pas ta phrase. Elle s'est tue. Dehors, un autre oiseau frappa la mangeoire. Des bruits de jeudi ordinaire. Voici ce que vous devez comprendre, dis-je gardant ma voix égale, car perdre mon sang-froid ferait du bien pendant 4 secondes, mais donnerait à Olivia quelque chose à utiliser contre moi. Ma mère sait, elle a su avant moi. Elle était dans le bureau de maître Joncourt lundi, alors que vous étiez encore en train de décider quoi porter pour ce rendez-vous. Et maître Joncourt n'est plus votre ami de la famille. J'ai marqué une pause. C'est la notaire attitrée de Dorothée. Et depuis mardi, dis-je, Dorothée a modifié ses dispositions testamentaires. Maître Joncourt a eu la gentillesse de m'informer qu'elles ont été enregistrées et notariées. Olivia ouvrit la bouche. Je ne connais pas les détails, dis-je. Dorothée ne les a pas partagés avec moi. Elle a dit, et je cite mot pour mot, Luc, les finances d'une femme sont ses propres affaires. J'ai failli sourire à ça. Failli. Ce que je sais, c'est que la procédure d'incapacité que vous prépariez, c'est mort. Maître Joncourt a dit que le dossier qu'ils ont constitué prendrait 2 ans à une équipe d'avocats pour être seulement décortiqué, et ça n'aboutirait à rien. La cuisine resta silencieuse pendant un long moment. Puis Christophe dit très bas, « Papa, je suis désolé. J'ai regardé mon fils. Je n'ai pas dit que c'était bon parce que ça ne l'était pas. » « Il y a encore une chose, dis-je, Nathan. » Christophe leva les yeux. Il ne sait pas ce qu'était cette fête, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Christophe secoua lentement la tête. Il va le découvrir, dis-je. Pas par moi, mais il finira par le savoir. Et quand ça arrivera, ce sera entre vous deux et lui. Je me suis levé et j'ai ramassé ma tasse de café. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Olivia avait l'air d'avoir 17 autres choses à dire. Elle n'en dit aucune. Ils sont partis à 15h41. J'ai regardé l'Audi blanche reculer dans mon allée et disparaître au bout de la rue. Puis j'ai appelé Dorothée. Elle a décroché à la première sonnerie.
Comment ça s'est passé a-t-elle demandé. Comme on pouvait s'y attendre, répondis-je. Christophe n'était pas au courant pour Maître Puy. Je me doutais bien, maman. Je me suis appuyé contre le plan de travail. Qu'est-ce que tu as changé exactement dans ces documents? Silence. Puis ce magnifique et exaspérant son de Dorothée Bernard. Je te l'ai dit, Luc, les finances d'une femme sont ses propres affaires. Maman, je te vois dimanche pour le déjeuner, dit-elle. Je fais un bœuf bourguignon. Elle a raccroché. Je ne savais pas encore ce qu'elle avait fait, mais j'allais bientôt le découvrir. Et quelque chose me disait que le jeudi d'Olivia Leroy-Dubois allait devenir beaucoup plus long. Si vous nous écoutez depuis un moment et que vous voulez que d'autres histoires comme celle-ci continuent, ça nous aide vraiment si vous cliquez sur « J'aime » et si vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner la chaîne. Alors merci pour de vrai. Le bœuf bourguignon du dimanche. C'est ainsi que ma mère a choisi de faire exploser la bombe entre le plat, les carottes pointées fondantes et le café à une table dressée pour 5 dans la maison de la rue des Glycines où j'ai grandi. Elle avait repassé la nappe. Ce qui signifiait qu'elle planifiait cela depuis plus longtemps que nous ne le pensions. Et chacun d'entre nous allait découvrir exactement depuis combien de temps. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Dorothée Bernard que vous devez comprendre avant la fin de l'histoire. Cette femme n'a jamais élevé la voix de colère. Pas une seule fois de mémoire d'homme. Elle ne claque pas les portes. Elle ne pleure pas devant les gens. Elle ne menace pas. Elle n'avertit pas. Elle attend tout simplement, patiente, calme et absolument redoutable, jusqu'à ce que le moment soit exactement le bon. Et alors, elle ne vous détruit pas bruyamment. Elle vous détruit complètement. Dimanche 12 heures. Je me suis garé rue des Glycines et j'ai immédiatement remarqué 2 choses. Premièrement, la voiture de Christophe était déjà là. Deuxièmement, celle de Nathan aussi, sa vieille Peugeot, avec l'autocollant de l'université d'Angers sur la lunette arrière. Elle avait invité Nathan. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 bonnes secondes pour traiter l'information. Dorothée avait invité Nathan, le petit-fils, le gamin, dont la fête de réussite avait servi de terrain d'embuscade juridique contre sa propre arrière-grand-mère. Elle l'avait invité au déjeuner dominical sans prévenir personne d'autre. Oh, elle était forte, tellement forte. Je suis entré par la porte d'entrée, on ne frappe jamais chez Dorothée. Elle considère ça impoli pour la famille, et j'ai trouvé Christophe assis à la table de la cuisine, ressemblant à un homme attendant le verdict d'un tribunal. Nathan était à côté de lui, grand 20 ans, faisant défiler son téléphone avec l'énergie belle et inconsciente de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui va arriver à son après-midi. Olivia était assise en face d'eux, le dos droit, le sourire chirurgical, les mains jointes, comme si elle présidait un conseil d'administration. Dorothée était devant la cuisinière en train de remuer. « Luc, dit-elle sans se retourner, accroche ton manteau, on passe à table dans 20 minutes. » J'ai accroché mon manteau. Je me suis assis. J'ai regardé Christophe qui m'a regardé, puis a détourné les yeux le premier. J'ai regardé Olivia qui a soutenu mon regard avec cet aplomb poli que je reconnaissais désormais pour ce qu'il était, l'assurance de quelqu'un qui croit encore avoir des options. Elle n'en avait pas. Elle ne le savait pas encore. « Mamie D, dit Nathan, levant enfin les yeux de son téléphone. « Ça sent trop bon ici. »« Merci mon grand, dit Dorothée remuant toujours. « Comment se passent tes cours ?»« Bien, bien, le prof d'éco m'a donné un délai pour mon mémoire. Donc tout va pour le mieux. »« Merveilleux, dit Dorothée. Le travail finit toujours par payer. » L'ironie dans cette phrase était monumentale, et seulement 3 personnes dans la pièce comprenaient pourquoi. Le repas fut la plus élaborée performance de normalité à laquelle j'ai jamais assisté. Dorothée a servi le bœuf bourguignon, les pommes de terre vapeur et a sorti sa meilleure vaisselle. Elle a interrogé Nathan sur son colocataire. Elle a posé des questions à Christophe sur son travail. Elle a complimenté le chemisier d'Olivia, ce qui était un mouvement très délibéré, car cela rendait Olivia visiblement incertaine. Était-elle la bienvenue ou tombait-elle dans un piège? Les 2 Olivia. La réponse était les 2.
J'ai mangé et observé en disant très peu de choses, ce qui est une compétence en soi. Christophe faisait de même, picorant son assiette riante avec un temps de retard. Nathan mangeait comme seul un étudiant de 20 ans peut manger avec enthousiasme et sans culpabilité, ignorant totalement que la table à laquelle il était assis avait été disposée comme un échiquier et que chaque pièce était déjà en position. Puis Dorothée a posé sa fourchette, a plié sa serviette et l'a placée à côté de son assiette, avec ce petit clic précis que j'avais entendu une fois auparavant dans sa cuisine le lundi. Le son d'une femme qui essaie d'en proute. « Nathan, dit-elle agréablement, j'ai quelque chose que j'aimerais te donner. » Nathan leva les yeux, un morceau de pain à la main. « Ah oui !» Dorothée plongea la main dans la poche de son gilet, le bleu marine, le beau qu'elle porte pour la messe, et en sortit une enveloppe couleur crème scellée. Elle la fit glisser sur la table vers lui. Nathan posa son pain et prit l'enveloppe. « Mamie, c'est quoi ? Ouvre, mon chéri. » J'ai observé son visage pendant qu'il lisait. J'ai vu la décontraction s'effacer, remplacée par de la concentration, puis de la confusion, puis quelque chose de plus lent et de plus sérieux s'installer dans ses yeux. Christophe regardait aussi. Sa fourchette ne bougeait plus. Olivia était devenue de marbre. Nathan leva les yeux. « Mamie D, ça dit que c'est un chèque. »« C'en est un. C'est un très gros chèque. Ton grand-père a travaillé très dur, » dit simplement Dorothée. « Et moi aussi. Et tu vas finir ce diplôme et faire quelque chose qui compte. Alors oui, c'est un gros chèque. Je ne... » « Maman, papa, vous étiez au courant pour... » « Non, dit Olivia. Sa voix était contrôlée, mais j'ai entendu la fêlure fine comme une fissure sur de la porcelaine fine. « Il y a une condition, dit Dorothée. Nathan la regarda. « D'accord. Il va directement sur un compte à ton nom propre. Pas un compte joint, pas un compte familial. Le tien. » Elle marqua une pause. « L'étude de Maître Joncourt l'a ouvert mardi, c'est déjà fait. Le chèque est une formalité. Le virement a été initié. » Le silence retomba sur la table. J'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine que je ne peux décrire que comme le spectacle de la justice se déplaçant au ralenti. « Je veux aussi que vous sachiez, continua Dorothée, sa voix toujours parfaitement exaspérément calme, que j'ai mis à jour mes dispositions successorales. Tout a été restructuré. Maître Joncourt a été d'une grande aide. » Elle prit un verre d'eau. « La propriété de la rue des Glycines, le patrimoine que votre grand-père a établi les comptes, tout a été réorganisé d'une manière que Maître Joncourt m'assure être tout à fait inattaquable. » Nathan regarda Christophe et Olivia. « Maman, commença Christophe, je n'ai pas fini, mon chéri. » Elle posa son verre. « Je veux aussi mentionner, et je le dis avec amour, parce que j'aime cette famille, que j'ai été examiné par le docteur Morel au CHU de Nantes. Une évaluation cognitive complète, mémoire, raisonnement, jugement. » Elle pencha légèrement la tête. Réussi avec, comme le docteur Morel l'a dit, une clarté remarquable pour n'importe quel âge, et encore plus pour 81 ans. Maître Joncourt a le rapport. Ça a été annexé à mes actes notariés. La fissure dans le sang-froid d'Olivia s'élargit encore un peu, juste assez. « Dorothée, commença-t-elle. »« Olivia ?» La voix de Dorothée ne durcit pas, elle n'en avait pas besoin. Elle se posa simplement comme une pierre tombant au fond d'une eau claire. « Je suis au courant pour Maître Puy. » Silence. « Je suis au courant pour la réunion lors de la fête de Nathan. » Encore le silence. « Je sais ce qu'il y avait dans cette mallette en cuir. » Nathan se tourna vers sa mère lentement, de la façon dont on se tourne vers un bruit, dont on n'est pas sûr de l'avoir entendu. « Quelle mallette ?» dit-il. Personne ne lui répondit. Quelle réunion? Sa voix avait changé la chaleur de l'étudiant, avait disparu laissant place à quelque chose de plus grave. « De quoi tu parles, mamie, Dick ?» Dorothée regarda son arrière-petit-fils avec une expression de pur et simple amour. « Demande à tes parents, mon grand, » dit-elle doucement. « Je pense qu'il est temps. » Ce qui suivit n'est pas une conversation que je décrirai en entier, car une partie appartient à Christophe à son fils, et au long et inconfortable travail d'honnêteté envers quelqu'un qu'on aime. Ce que je peux vous dire, c'est que Nathan n'était pas le gamin inconscient qu'il avait paru être pendant le plat principal.
C'était un jeune homme de 20 ans qui avait remarqué des choses, un avocat qu'il ne reconnaissait pas, une réunion à huis clos, pendant sa propre fête, l'énergie de sa mère tendue comme un ressort. Il l'avait noté dans un coin de sa tête. Les enfants le font toujours. Quand tout est sorti, quand Christophe Pâle et Vidé a expliqué ce qu'ils avaient essayé de faire, Nathan n'a pas crié. Il n'a rien jeté. Il a juste regardé sa mère avec une expression que je reconnaissais parce que je l'avais portée moi-même à cette même table 4 jours plus tôt. Le regard qui signifie « je suis en train de réorganiser tout ce que je pensais savoir sur toi ». « Tu as utilisé ma réussite », dit-il. Juste s'appela et calme. Olivia essaya. Nathan en essayait de protéger. « Tu as utilisé ma réussite », répéta-t-il. Même ton comme s'il s'assurait que les mots étaient réels. Elle n'eut aucune réponse à cela. À 18h30, Christophe et Olivia étaient partis. Nathan était resté. Il s'est assis à la table de la cuisine avec Dorothée pendant que je faisais la vaisselle, mon rôle traditionnel, lors des déjeuners du dimanche depuis 30 ans. Et je les ai écoutés parler. Une vraie discussion. Le genre de discussion qui arrive après que tout ce qui est faux a été balayé. « Je suis désolé qu'ils aient fait ça, mamie D, » dit-il. « Ne t'excuse pas pour les choix des autres, » lui dit-elle. « C'est un poids que tu n'as pas besoin de porter. » Est-ce que tu vas bien, Nathan ? Une pause. Le son de sa main tapotant la sienne. J'ai 81 ans. J'ai survécu à bien pire que cela, le départ de ton grand-père, 3 crises économiques, un toit qui s'est effondré pendant l'hiver 87. Ce n'était qu'un inconvénient. Il rit surpris. Un inconvénient, gérable. Une autre pause. Je suis bien entouré. Maître Joncourt est fine. Ton grand-père ? Luc, malgré ses émotions, a su se tenir. Malgré mes émotions, ai-je lancé depuis l'évier. Tu voulais renverser la table lors de notre réunion de jeudi, et nous le savons tous les deux, Luc. Nathan rit encore. C'était un bon son, un son vrai. Je n'avais pas renversé la table, mais je ne nierai pas que l'idée m'avait traversé l'esprit. Je suis allé vers ma voiture à 19h15. Nathan est sorti avec moi, les mains dans les poches de son sweat, la fraîcheur de la soirée nantaise transformant son souffle en petits nuages. « Papy Luc, dit-il. Oui, c'est réel. C'est à moi, c'est à toi. Maître Joncourt a tout verrouillé, ton nom, ton compte. Personne n'y touche. Je sais que tu n'as pas... » J'ai regardé mon petit-fils, ce gamin qui avait servi de camouflage à son insu, qui avait traversé un déjeuner dominical, qui avait fait exploser sa compréhension de sa propre famille et qui ne s'était pas effondré. « Ouais, dis-je, c'est à toi. N'en fais pas n'importe quoi. » Il hocha la tête chouta dans un gravier de l'allée. « Est-ce que mon père va s'en remettre ? Voilà le gamin qui aime son père. Il va avoir quelques semaines difficiles, dis-je. Mais Christophe n'est pas un homme mauvais. Il a pris une mauvaise décision avec une personne qui a été très convaincante pour lui faire croire que c'était une bonne. C'est quelque chose dont on se remet s'il fait le travail nécessaire. » Nathan hocha lentement la tête. « Et ma mère ? Je l'ai regardée un moment. Ça, dis-je prudemment, c'est au-dessus de mes compétences. » Il a presque souri. « Ouais. » Il a regardé la maison, la lumière de la cuisine, la silhouette de Dorothée, s'activant autour de sa table propre. « Elle est incroyable, n'est-ce pas, mamie dit. »« Elle l'a toujours été, dis-je. On a juste tendance à l'oublier. J'ai fait la route vers Rennes, dans la nuit froide avec la radio basse, et l'autoroute vide avec ce sentiment particulier d'un homme qui a vu les choses rentrer dans l'ordre sans avoir eu besoin de porter un seul coup. C'est une satisfaction plus calme que ce à quoi les films nous préparent, moins d'explosions, plus de résolution. Le soulagement spécifique de voir quelqu'un sous-estimer la mauvaise personne et en assumer les conséquences. Dorothée Bernard avait été rayée de la carte comme une gentille vieille dame accrochée à son téléphone fixe dans sa maison de la rue des Glycines. Elle avait été évaluée, ciblée stratégiquement et manœuvrée juridiquement par des gens qui mangeaient son bourguignon et l'appelaient famille. Elle les avait battus avant même qu'ils n'aient fini de planifier. Elle avait un rapport cognitif parfait, une succession inattaquable, une notaire affûtée et un arrière-petit-fils dont l'avenir était verrouillé sur un compte que personne ne pouvait toucher. Tout ce qu'Olivia avait, c'était un avocat à Angers
qui allait avoir un appel téléphonique très improductif lundi matin. J'aurais presque pu me sentir mal. Mais non, mon téléphone a vibré sur le siège passager à 20h22. J'y ai jeté un œil à un feu rouge. Un S, M, S de Dorothée. Le déjeuner était agréable. Le bœuf était bien tendre. Maman, j'ai fixé l'écran une seconde puis j'ai répondu « Tu les as anéantis avec un bourguignon et un café. Papa aurait adoré. » 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Puis, il a toujours aimé les bons dimanches. J'ai posé le téléphone et j'ai fini la route dans le noir. Et j'ai pensé à mon père, un homme tranquille, qui avait construit quelque chose de réel et l'avait laissé à une femme en qui il avait une confiance totale. J'ai pensé à la façon dont les gens qui avaient essayé de s'en emparer avaient regardé Dorothée et n'avaient ni vu que de la fragilité, une vieille femme, une opportunité. Ils n'avaient pas vu ce que j'avais observé pendant 60 ans. Ils ne l'avaient pas vue, elle. Et c'était là précisément la seule erreur qui comptait vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cette aventure.